Tous les mois, je me donnais un nouveau défi. Par exemple, il y a eu un défi où c'était pendant un mois, je me regarde plus dans le miroir. Mais pour les personnes qui disent adorer les animaux, je ne sais pas comment ils font pour aimer quelque chose et en même temps donner leur argent pour qu'on les tue, pour qu'ils puissent les manger. J'avais rencontré justement des gens qui ont été véganes ou végétariens pendant un moment, mais qui ont arrêté à cause de la pression sociale. En fait, je pense que c'est vraiment ça le problème en Corée. Fanny, elle aussi, donc tu es végane, végétalienne, oui. En français on dit ça. Ouais. Depuis quand est-ce que tu es végane? Est-ce que tu es végane depuis des 16-18 ans ou c'est venu petit à petit? Ouais, à 16 ans j'ai commencé, donc ça va faire 9 ans maintenant. D'accord. J'ai jamais arrêté. Depuis que je suis devenue végétarienne, j'ai jamais pensé arrêter ou quoi que ce soit. D'accord, ok. Donc c'était aussi suite au déclic, c'était empreinte environnementale, mais aussi pour la santé. Est-ce qu'il y a aussi un impact, une motivation plus santé derrière tout ça? C'est vrai que du coup j'avais commencé en étant végétarienne du coup un peu plus avant 15-16 ans. Par rapport à, j'étais à fond sur la nutrition et quand j'avais vu en fait que manger de la viande ça m'apportait beaucoup plus de mauvaises choses que de bénéfiques de nutriments pour la santé, je me suis dit non, moi je veux pas de cancer, je veux faire attention à ce que je mange, tu vois. Surtout qu'à cette époque là en fait je mangeais beaucoup de plats déjà prêts, les trucs picards, beaucoup de sucreries, c'était vraiment j'étais assez, on va dire, plus enveloppée aussi. Et du coup en fait le fait de commencer à me plonger dans la santé et de voir à quel point en fait c'est tellement... Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas trop, parce que ça m'est revenu pendant mon voyage. En fait, la santé, c'est aussi avoir de l'énergie à donner aux autres. Et par exemple, des fois, quand tu manges de la nourriture qui est pas top et tout, tu te sens un peu endormi et tout. Et en fait, moi, je veux pas ça. Je veux qu'à chaque fois que je rencontre mes amis, je veux avoir cette énergie, cette belle forme, cet amour à donner, tu vois. Et du coup, en fait, ça a toujours été ma motivation en mode je veux toujours être en meilleure santé, comme ça, je peux vraiment donner tout ce que j'ai à mes amis, à mes proches, tu vois. Et c'est trop beau comme message, ça. Et j'ai réalisé ça justement à 16 ans. Et du coup, c'est pour ça que j'étais peut-être un peu trop obsédée par justement tout ce domaine de nutrition. Mais j'ai beaucoup appris, beaucoup fait de recherches. Et du coup, c'est pour ça que je suis devenue végétarienne. Et le déclic en devenant végane, c'était justement en regardant des documentaires sur comment les œufs étaient faits. Parce que je savais pas qu'en fait, les œufs industriels, en fait, ils broient les poussins mâles. Ça veut dire que littéralement, en fait, ils tuent des millions de poussins parce qu'ils gardent que les femelles. Donc, en fait, tu te rends compte que même pour le lait et tout, en fait, ils tuent parce que... Ouais. Et en fait, je m'étais rendu compte que alors, je suis pas forcément fan des animaux, les animaux sont là, tu vois, mais pour les personnes qui disent adorer les animaux, je sais pas comment ils font pour aimer quelque chose et en même temps donner leur argent pour qu'on les tue, pour qu'ils puissent les manger. Et en fait, un truc qui m'avait aussi marqué, c'était que au final, c'est quoi? C'est 15 minutes de plaisir dans ton assiette. Pendant 15 minutes, t'es genre trop content, oh mon Dieu, c'est délicieux. Et c'est tout, et c'est fini. Et alors que pendant ce temps-là, du coup, littéralement, il y a quelqu'un qui a tué cet animal pour que tu puisses en manger. Et en fait... être végétalienne, ça m'a jamais... j'ai jamais vu ça comme une contrainte. Pas comme... Comment dire? En soi, pour les autres, ça peut être une contrainte, mais j'adore les contraintes. En fait, j'ai c'est très bizarre à expliquer, mais j'ai toujours eu cette fascination pour me mettre des contraintes n'importe quand je veux, parce que ça m'oblige à être plus créative, à voir les choses autrement. Par exemple, quand j'avais 16 ans, en fait, tous les mois... C'était cette période de 16 ans où j'ai eu vraiment ce déclic et je commençais à faire plein d'expériments. Et en fait, tous les mois, je me donnais un nouveau défi. Par exemple, il y a eu un défi où c'était pendant un mois, je me regarde plus dans le miroir. Oh! Justement et c'est comme ça que j'ai appris à m'aimer et à adorer. C'est plein de défis comme ça. Ah, ça m'intéresse. Ça, franchement, c'est un truc que j'ai pensé à ça à un moment donné. Genre, il y a une période de ma vie, quand j'étais un peu plus jeune, je m'aimais pas trop non plus, me regarder dans la glace. Et je m'étais dit, en fait, j'aimerais bien que tous ces miroirs disparaissent, tu vois. J'avais du mal à me regarder dans la glace. Et du coup, ça m'a fait un déclic en mode ah oui, c'est vrai qu'il y a une période où j'avais même pensé genre est-ce que j'aimerais juste faire disparaître tous les miroirs de mon appart pour que j'arrête de me... Mais waouh. Ouais, c'est un bon exercice. Je pense que ça peut être un bon... Qu'est-ce que t'en as retiré de ce challenge? C'est fou parce que vraiment pendant un mois en fait déjà ça permet de prendre de distance dans le sens où j'en avais plus trop rien à faire de à quoi je ressemblais, vraiment j'étais moi-même. Mais aussi de plus avoir ces remarques. Des fois, tu sais, quand tu te regardes dans le miroir, tu dis « Oh non, j'aime pas trop cette partie-là, machin. » De plus avoir ça, ça fait du bien. Mais d'un autre côté, après quand j'ai repris, en fait, les remarques revenaient petit à petit. Mais moins souvent. Tu veux dire vis-à-vis de toi-même, hein, c'est ça? Oui, c'était à cette époque. Après, j'avais plus trop de
complexe, c'était juste pour le défi en fait que j'avais fait. Mais je pense que ça aide, de manière globale ça aide, et c'est pas facile de pas avoir de miroir quand tu vas dehors, mais c'est ça quoi. Déjà il y a ça, mais aussi je pense que comme tu disais en fait, je pense qu'on est la personne la plus stricte envers nous-mêmes. C'est-à-dire que même si tout le monde s'en fout de tes complexes, tes complexes c'est les tiens en fait. Et en fait le fait de se regarder dans le miroir, ça rajoute un peu de négativité, tu vois, dans ta journée, parce que tu t'as des pensées comme ça un peu néfastes qui tournent en rond, alors que tu vois, une fois que tu enlèves ce miroir, t'as plus de vis-à-vis de toi, donc en fait et je pense que ça se ressent aussi dans les interactions qu'on a avec les autres, et ça joue sur l'estime de toi, tu vois, et plus elle est basse, plus ça se transmet aux autres, donc Après aussi il y a un autre défi qui m'a énormément changé, j'aurais pas pensé. Un défi que j'ai fait, c'était pendant 1 mois, tous les jours je rigole 20 minutes sans m'arrêter. Attends, rigoler 20 minutes? Oui. Tu te forces à rigoler ou tu fais comment pour rigoler? Oui, en fait, parce qu'en fait, quand on rigole, par exemple, quand on regarde un film et qu'on rigole de temps en temps, ça n'a pas le même effet que quand tu rigoles de manière continue sans t'arrêter. Sur tout le corps et tout. Et c'est un peu, je sais pas si tu as entendu parler du yoga du rire. Oui, ça j'ai entendu. J'ai regardé des vidéos, c'était quand même marrant à regarder. Parce que tu fais, en fait, tu te forces à rigoler. T'as pas forcément quelque chose de rigolo en face de toi, mais tu fais comme ça pendant quelques minutes, quoi. C'est ça. Et c'est magique parce qu'en fait, ça trick un peu ton cerveau, et c'est l'effet inversé en fait. C'est comme si juste en rigolant, en te forçant à rigoler, tu deviens plus rigoler. C'est ça. Tu deviens plus heureux, et il y a toute l'énergie. Et ça, en fait, de faire ça pendant 1 mois. Alors déjà, c'est dur. Le premier jour, franchement, tenir 20 minutes, c'est super dur. Tu sens des abdos. En fait, tu dois faire quoi? Tu dois vraiment émettre un son, et rigoler. Et tu regardes pas forcément quelque chose de rigolo. Ouais, pas forcément. En fait, tu émets juste le son de rigoler. Ouais, et vraiment, je rigole comme si c'était marrant et tout. Et ça peut paraître bizarre, mais ça m'a un peu changé ma vie d'un côté. Parce que, si tu me dis, franchement. Déjà, tu te sens bien tes abdos et les tomatos là. Mais en fait, c'est parce que ça a un peu reconditionné mon corps d'une manière, par exemple, à chaque fois qu'il se passait un truc mauvais, ou je sais pas, par exemple, je fais tomber quelque chose, je me cogne quelque part, mon premier réflexe, c'est de rigoler. Ah, c'est vrai, dans ces moments-là. Ouais, et du coup, tout de suite, ça allège, tu te sens mieux. Mais je pense que le plus grand changement, ça a été au niveau de mes interactions sociales. Bah oui, parce que là, franchement, comme vous pouvez le voir, t'es hyper souriante, t'es hyper... Mais en vrai, c'est pas forcément bon, parce que du coup, surtout à cette période-là, quand je faisais ce challenge, des fois, les gens, ils disaient un truc triste ou pas marrant, et mince, mon premier réflexe, c'était de rigoler, tu vois, un truc un peu déplacé. Oui, mais là où ça m'a changé, c'est en fait, à force de rigoler et de rire, ça, même quand j'essaie de faire ma poker face, tu sais, le visage neutre, des fois j'ai l'impression d'avoir un petit sourire, et en fait ça fait que les gens, quand ils te voient dehors, ils ont plus tendance à t'approcher, et ça en fait je pense que ça m'a beaucoup aidé pendant même mes voyages. En fait, c'est quand j'avais besoin d'aide, ou même des fois des gens qui m'approchent comme ça, et en fait c'est des super rencontres, des nouveaux amis. mais c'est hyper intéressant ça, franchement. Les gens essayent. Moi je vais essayer, je pense que tu m'as donné l'envie d'essayer de ce challenge. Parce que même personnellement, dans la rue, les gens qui sourient, j'aime trop, tu vois. Ils sont trop beaux. J'adore les gens qui sourient. Mais oui, je vois la logique, la motivation derrière tout ça, vraiment de devenir une personne. Parce que moi aussi, je trouve que je suis pas forcément une personne forcément très souriante de base. Quand j'étais petite, on me disait souvent, c'était toujours la fille qui était mécontente, qui tirait toujours un peu la tête, qui était un peu en mode grincheuse comme ça. Mais du coup, alors que c'est ça, en fait, là aussi, c'est un peu la première image que tu donnes à quelqu'un. Tout d'un première image. Même si t'as pas forcément une raison de sourire. Je pense que cet exercice-là, ça peut t'aider à juste naturellement, inconsciemment en fait, avoir un petit sourire aux lèvres. C'est alors ça. que ça change tout. Bon, en fait, t'es quelqu'un qui adore les défis. C'est ça, j'adore. Mais depuis ton jeune âge, en fait, ça c'est quand même hors du commun, je trouve. Hein. En fait, je pense que je sais pas pourquoi je sais pas si c'est lié au fait d'avoir passé beaucoup de temps à jouer des jeux vidéo, mais j'ai toujours adoré cette idée de faire de ma vie une sorte de jeu. De un peu trouver le fun dans tout, un peu pas trop prendre c'est dur parce que je veux pas prendre la vie trop au sérieux, parce qu'on en a qu'une, et qu'il y a tellement de trucs amusants à faire. D'un autre côté, je sais que j'ai des responsabilités par rapport à l'environnement et tout ce qui se passe dans le monde. J'ai envie de faire quelque chose, et du coup c'est réussir à jongler entre ces deux, en mode je n'ai rien à faire, c'est trop marrant, je veux m'amuser, je veux faire la vie, je veux aussi il y a cet élément aussi de développement personnel, où je veux vraiment devenir une meilleure version de moi-même, mais en m'amusant, toujours. C'est ça. Et avoir l'autre côté, un impact sur la vie, sur la société, sur l'environnement.
Et j'avoue que ça m'attirait pas trop toutes ces... tu sais, l'idée de se dire, ok, études, travail, maison, enfants, famille, blablabla. J'adore les personnes, enfin, ces façons de penser un peu en dehors de, comment dire, en dehors de la boîte. Ouais, c'est ça. Il faut que je travaille sur mon français, là, c'est plus possible. Pareil pour moi. Mais je vois ce que tu veux dire. Vraiment, je pense que dès le début, t'étais un peu... t'avais cette envie de vivre une vie pas forcément toute tracée. Oui. Vraiment vivre une vie qui te ressemble et qui m'amuse aussi. Ouais. Que j'ai envie de m'amuser moi-même avec tout ce que je fais, tout en progressant et tout en faisant quelque chose de bon pour la planète, pour les gens, pour la société. C'est hyper intéressant. Est-ce que je peux te demander où est-ce que tu te vois dans quelques années? Enfin, est-ce que tu as une vie que tu as envie de vivre ou tu laisses plutôt vraiment les choses se faire comme elles se feront un peu les deux. J'avoue que le voyage m'a beaucoup aidée à me laisser porter. Parce qu'avant, j'étais plutôt du genre à bien planifier et tout. Mais là, en fait, je me suis rendu compte que le fait d'avoir été bloquée en Estonie, en Géorgie, d'avoir vécu alors que je connaissais rien de ces pays, je pensais même pas que j'allais y passer, tu vois. En fait, ça m'a vraiment, comment dire, donné cette étincelle de j'ai trop hâte de voir ce que la vie va m'offrir et je veux pas qu'on me spoil, tu vois. Je veux me laisser la vie faire sa magie et moi, je veux juste voir qu'est-ce qui va arriver. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas une idée claire de ce que je veux faire. J'ai toujours je crois que ça restera toujours en moi, cette envie, comme ce que je voulais quand j'étais petite, d'aller dans un pays, apprendre une nouvelle langue. Et comme je suis toujours intéressée par les langues, du coup, je pense en effet que peut-être l'année prochaine, quand je finirai mon master, je pense peut-être partir pour explorer des nouvelles régions, des nouveaux pays dont je ne connais rien, pour apprendre de nouvelles langues et continuer. Mais d'un autre côté, plusieurs fois pendant mon voyage, j'avais besoin de cette routine, un peu, cette stabilité. Et surtout, en fait, il faut que je fasse des sacrifices, je pense, au niveau de mes relations. Parce que j'ai rencontré énormément de gens. Je me suis fait plein d'amis que j'adore de tout mon cœur. Mais même au niveau des relations amoureuses, c'était très dur de pouvoir construire quoi que ce soit, en fait, même avec des amis. Et du coup, je me dis, j'ai cette envie de vouloir continuer jusqu'à la fin de mes jours, à explorer le monde, à vivre partout, à voir des gens partout. Mais d'un autre côté, je ne sais pas si j'arriverai à gérer le voyage et construire quelque chose de concret. Ouais, c'est ça. Des projets ou même une vie amoureuse, pour l'instant, j'y arrive pas. Donc maintenant, tu fais un master dans quoi? Je peux te poser la question. Alors, j'ai décidé de faire un master dans tout ce qui est médias, communication. Comment ça se dit? Communication. Communication. Comme en anglais. Et alors, j'ai fait une licence d'art plastique. Et j'ai choisi de changer parce que je voulais me concentrer sur la communication, sur l'environnement, la crise environnementale. Parce que je me suis rendu compte que là, c'est bon en fait. On n'a plus besoin de nouvelles recherches, de nouvelles études sur l'environnement. On sait déjà, il y a un gros consensus scientifique. On sait qu'on doit absolument faire quelque chose sur nos actions pour ralentir le changement climatique. Mais ça se bouge pas et je pense qu'en fait c'est parce que les gens ont peut-être pas assez conscience, il faut réveiller les consciences et je pense que la communication là c'est ce qu'on a besoin de plus. D'accord. Donc j'aimerais me concentrer sur ça, faire des recherches, une thèse et ce qui m'attire aussi c'est tout ce qui est créatif. J'adore créer, j'adore faire des petits montages, filmer, faire des photos et si j'arrive à trouver un moyen de peut-être un métier dans la création, d'en faire des vidéos, mais un message un peu c'est ça, communiquer un message porté sur l'environnement, tout ça. Mais qui soit aussi divertissant. Parce que je pense que juste des documentaires avec des facts statistiques, je pense c'est un peu trop dur. Ouais, ça ennuie. Je pense pas que ça marche, même au niveau de la persuasion, pour que les gens comprennent ce qui est l'importance de l'enjeu. Donc, essayer de trouver un truc plus créatif, et ça attirant, ouais. Faire transmettre des messages d'une manière plus ludique. Exactement. Tu vois, pour que ça vraiment capte l'attention des personnes, mais tout en leur faisant réagir, tu vois, sur le contenu. Exactement. D'accord, ok. Comment est-ce que tu vis le fait d'être végane en Corée? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées à vivre? Parce que je sais que pas mal de plats coréens, et les Coréens mangent beaucoup de viande, et la viande est très mise en avant ici, parce que c'est un signe de richesse, disons, c'est source de protéines, beaucoup, tu sais, ils sont hyper focus là-dessus, donc ils mangent du poulet, du porc ou du bœuf, c'est donc très présent. Voilà, j'étais curieuse de savoir comment est-ce que tu vis l'expérience, disons, plus culinaire ici, en Corée. C'est vrai que c'est marrant parce qu'en fait, dans chaque pays où je suis passée pendant mon voyage, à chaque fois que j'ai dit aux gens que j'étais végane, tout le monde a toujours eu la même réaction en me disant notre pays, il est basé sur la viande, tu vas galérer.
Sur tous les pays quasiment. Ouais, dans tous les pays, on m'a toujours dit, tu sais, là, tout le monde mange que de la viande ici. Et en fait, c'est marrant parce que c'est vrai que dans beaucoup de pays, c'est vraiment très viande et tout le monde m'a dit, mais c'est impossible, tu vas galérer. Et en fait, ça a toujours été. Mais je pense que c'est grâce au. Il y a une application qui s'appelle Happy Cow. En fait, c'est une application où les gens du monde entier, dès qu'on va dans un endroit où il y a une option vegan, on le met sur l'application. Et en fait, grâce justement à cette communauté, on peut facilement trouver autour de nous toutes les options véganes. Ce sont des gens en fait qui sont véganes, disons, qui recommandent d'autres restaurants, qui acceptent qu'il y ait des plats, qui proposent des plats, disons, véganes, quoi. Ouais, exactement. C'est super ça. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, pendant tout mon voyage, pendant tous les pays que j'ai traversés, en fait, j'ai jamais vraiment galéré parce que dans tous les pays, il y avait forcément des personnes qui étaient passées avant moi et qui avaient ajouté sur l'application. Mais j'avoue, par contre, je pense que le plus difficile a été l'Asie centrale, où là, tu sais, les peuples nomades, surtout dans les plaines, par exemple au Kazakhstan, il y a très peu de fruits et légumes, et du coup, là, c'est vraiment que de la viande. Là, pour moi, ça a été ce que je considère difficile en tant que végane. Mais du coup, une fois arrivée en Corée, pour moi, ça a été, ça a été tellement bien parce que il y avait plus de... Enfin, c'est plus facile à adapter. Par exemple, tout ce qui est bibimbap, kimbap, alors certes, il y a l'œuf, mais je peux facilement demander aux gens d'enlever l'œuf ou même pour le kimbap de remplacer ou mettre... ils en ont pas mal aussi avec du tofu. Et en fait, facilement, j'ai réussi à adapter. D'accord. Et il y a juste des fois, dans le kimchi, ils mettent un peu de poisson. Donc ça, c'est le plus délicat à chaque fois parce que je suis pas sûre et je dois demander. Mais en réussissant à communiquer, en fait, j'arrive à bien adapter. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je remercie énormément les Coréens pour ça, c'est qu'ils ont cette flexibilité. Ah ouais. Que, par exemple, les Japonais n'ont pas. Pour moi, être végane au Japon, c'est beaucoup plus difficile qu'en Corée. Parce qu'au Japon, c'est vraiment, ils ont cette fixette sur les règles. Il faut suivre les règles. Et si tu leur demandes quelque chose qui n'est pas dans leur menu fixe, ça les braque. Ouais, ils paniquent. Ouais. Et alors qu'en Corée, ils sont beaucoup plus souples à ce niveau-là. Et ils ont beaucoup justement cette culture aussi du namoul, enfin tu sais, du coup dans les fruits, les légumes coréens, les petits accompagnements. Il y a beaucoup de... Ouais, au final, c'est vrai qu'en Corée, on mange beaucoup de... Enfin, c'est plutôt assez récent. Oui, tu vois, la viande, c'est assez récent. Mais avant, je pense que c'était un peuple qui mangeait principalement des plantes, quoi, en fait. Exactement, ouais. Des haricots, enfin, tu vois, qui viennent de la terre, quoi. Ouais, je pense comme tu l'as mentionné, j'imagine que la viande, c'était associé justement aux riches. Ouais. Et du coup, quand t'es pauvre, tu vis sans ça. Et donc, je pense qu'ils avaient leur propre recette, on va dire. C'est ça, disons, la nourriture traditionnelle coréenne, c'est principalement basé sur le riz et des légumes, quoi, en fait. Ouais. Et moi, c'est tout ce que j'aime. Donc, les légumes, le tofu, j'aime tout. Donc, au final, en fait, c'est ça. Au final, la Corée, ça va, en fait. En tant que végane, pour moi, tu t'en sors assez bien. Enfin, c'est pas très compliqué de... Je sais que je considère ça comme un des pays les plus faciles d'être végane parmi tous ceux que j'ai traversés. Mais j'ai entendu d'autres étrangers véganes qui m'ont dit que pour eux c'était difficile. Donc je pense que ça dépend de l'expérience de chacun. Mais du coup, ça limite. C'est pas comme si j'avais beaucoup de choix non plus. C'est ça. Parce que ça reste quand même un pays où il n'y a pas beaucoup de véganes, je pense, en général, au niveau de la population coréenne. Et dans mon entourage, je connais. Enfin, il y a mon cousin qui est végétarien. Bon, il n'est pas végane, mais il est végétarien. Il est coréen ? Ouais, il est coréen. Ouais, lui aussi, c'est pour une question d'empreinte écologique et tout ça. C'est vrai que c'était assez surprenant parce qu'il n'y a personne dans la famille qui est végétarien. Donc, mais franchement, il ne mange pas de viande. Mais à part lui, je ne connais pas vraiment d'autres personnes coréennes qui soient végétariennes ou véganes. Donc, je pense que c'est comparé à peut-être d'autres pays d'Europe où il y a beaucoup plus... la communauté de végétariens ou de véganes est beaucoup plus grande. Ici, ce n'est pas trop le truc non plus. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de restaurants ou de cafés, même si de plus en plus il y a des cafés dans les quartiers plus foreigner friendly, tu vois, comme Itaewon, où là ils proposent des cafés vegan, tout ça. Mais c'est vrai qu'au niveau des menus, il n'y a pas beaucoup de choix, je pense. Mais c'est vrai que ça apparaît plus, mais je pense que là où ça m'a plus marqué et aussi là où je suis le plus contente, c'est au niveau des pâtisseries et boulangeries. On dirait pas comme ça, mais c'est incroyable le nombre de cafés, justement, sucreries vegan que j'ai trouvé, c'est assez incroyable. C'est vrai que j'en connais quand même que tu le dis, hein. Et en fait, je pense que c'est vraiment pour justement tout l'effet diet. Justement, c'est plus la santé. Alors, c'est pas vraiment pour une question écologique ou quoi. Les Coréens sont très focus sur l'apparence, prendre soin de soi, de sa santé. Et toutes les Coréennes font un régime quasiment, on va pas se mentir. Et du coup, c'est plus dans cette optique de prendre soin de soi, pas manger trop, pas manger de beurre, pas manger de
de matières un peu qui font prendre du poids. Oui. Et du coup, ils ont un peu résumé ça à vegan. Bon, après, c'est bon pour la santé, donc tant mieux. Mais je pense que du coup, c'est bien en fait. Ah ouais, j'ai halluciné. Enfin, même, ça fait 2 ans et demi que je suis là. En 2 ans et demi, plus que les restaurants pas trop. Mais alors les cafés, boulangeries vegan, incroyable, vraiment incroyable. Pour moi, j'étais tellement heureuse. Et ils sont hyper bons. Et très bon, très bon. Très très bon. Donc, du coup, je suis venue un peu à collab à ce niveau-là. Et là, tu peux trouver peut-être des menus salés, tu vois, ou proposer. Des fois, ils proposent aussi plutôt salé. Donc ça, c'est. D'accord. Après, en Corée, je sais pas pourquoi, ils séparent vraiment les deux. Dans les cafés, en général, c'est vraiment que dessert. Et les restaurants, c'est vraiment que. C'est vrai. De temps en temps, ils ont des petits, des petits sandwichs, quoi. Mais c'est vrai que ça reste quand même assez sucré, plus sucré que salé, quoi, dans les cafés. Ouais. Ok, d'accord. Après, j'ai essayé de trouver un peu cette communauté de vegan et j'avais rejoint des clubs plutôt genre environnement et j'avoue que j'étais pas mal déçue parce que dans ces clubs d'environnement, enfin tu sais, c'est des gens qui sont intéressés par l'environnement, qui veulent faire quelque chose, des activités ensemble. Du coup, j'avais participé à quelques activités, par exemple le ramassage de déchets. Et mais en fait, je crois qu'on n'a pas la même définition parce que, enfin, on allait sur des plages, on ramassait des déchets. Mais sur l'allée, les organisateurs, ils donnaient des bouteilles en plastique, ils donnaient des bonbons, vraiment très chimiques et toujours aussi en plastique. Et en fait, je comprenais pas la logique. Enfin, tu vas ramasser des déchets, c'est pas pour en produire encore plus, en consommer encore plus, tu vois. Et presque aucun d'entre eux n'était même pas végétarien, tu vois. Enfin, en fait, c'était très bizarre comment ils associaient pas forcément les... Ils voulaient faire quelque chose, mais ils faisaient pas dans le bon sens. Ils faisaient pas tout pour... Enfin, comment dire ils faisaient une partie, mais après, d'un autre côté, en fait, ils consommaient d'une manière pas très écologique ou quoi. Oui, c'est ça. Et j'ai l'impression que pour eux, c'était juste ça. L'environnement, c'était juste ramasser des déchets. Enfin, j'ai rarement vu d'autres activités, à part juste lire des livres sur l'environnement ou des talks. À part ça, il n'y avait pas de truc plus concret, j'avais l'impression. Je pense que c'est plus en surface. Ouais, voilà, c'était plus à surface. Ok. Et du coup, c'est vrai que sur ça, j'étais un peu déçue, parce que je pensais justement réussir à trouver d'autres végétariens ou alignés à ce niveau-là. Donc tu penses qu'en général, en Corée, la communauté plus activiste, écologie, tout ça, ils sont pas très... elle est pas très grande ou alors, elle est pas très grande. Alors, je sais qu'il y en a que j'ai pas forcément contacté ou j'ai pas rejoint, qui font vraiment des belles choses au niveau vraiment du gouvernement et qui donnent tout ce qu'ils ont. Mais c'est très minime, quoi. C'est très petit, surtout comparé à la France. Et aussi, j'avais rencontré justement des gens qui ont été véganes ou végétariens pendant un moment, mais qui ont arrêté à cause de la pression sociale. En fait, je pense que c'est vraiment ça le problème en Corée, c'est qu'il y a toute cette norme. Et comme on a dit avec les long padding, tu vois, être conforme. Et forcément, quand tu es une minorité en étant végétarien, cette pression, justement, avec aussi... Comment ça s'appelle quand ils vont, avec leurs collègues, boire du... Ah, les réchiques et tout. Les dîners d'entreprise. Ouais, c'est ça, les dîners. En général, je pense qu'ils ne vont pas souvent dans des endroits où il y a des options végétariennes. C'est souvent le barbecue, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et je sais que quand c'est au niveau du boulot et tout, les gens sont très sérieux. Enfin, peut-être c'est ma perspective française qui dit que moi, j'aurais pas de problème à dire non ou alors retrouver d'autres options, tu vois. Mais peut-être qu'en tant que Coréen, il y a cette hiérarchie qu'il faut respecter. Et du coup, ok, tant pis, je vais manger de la viande et blabla. C'est vrai que je pense que le côté de la culture, tu vois, les mentalités, ça aide pas parce que c'est encore assez rigide et il faut un peu suivre les coutumes, les habitudes. Et si tu vas à l'encontre de ça, déjà, t'es pas très bien reçu. Enfin, tu sais, les réactions sont pas forcément très accueillantes ou très compréhensives. Et du coup, ça te complique plus la vie. Ouais, c'est ça que j'aimerais pouvoir contribuer à la société coréenne, c'est essayer de rendre un peu tout ce style de vie écolo plus attirant. Parce que je sais qu'en Corée, il y a beaucoup justement cet effet de trend, de mode. Une fois que c'est accepté, que voilà, il y a quelqu'un qui va à fond, il y a... C'est ça, mais du coup, il y a un potentiel puissance, énorme. Et je me dis, parce que même pour moi, je trouve ça... Alors, c'est très personnel, mais je trouve ça trop sexy quand je vois un gars dans la rue avec, tu sais, sa gourde et un peu écolo et tout. Enfin, je dis, c'est trop bien, il fait quelque chose pour l'environnement, tu vois. Et voilà, et donc si on arrive à rendre ça un peu à la mode et genre, c'est trop cool, ça serait génial. Et je pense que ça pourrait marcher en Corée, alors qu'en France, rendre quelque chose à la mode, c'est pas forcément ce qui marcherait comme stratégie. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une des caractéristiques de la société coréenne, c'est ça en fait. C'est une fois que c'est un peu l'effet de masse. Oui. Bon, c'est un peu comme des boutons. Après, si on dit ça dépend comment on voit les choses. C'est ça, voilà. Si c'est pour une bonne cause, franchement, comme durant Covid, tu vois, par exemple, tout simplement, porter le masque. On devait porter le masque, tout le monde portait le masque. Ouais, tu vois, les vaccins aussi.
Je pense que c'est un des pays qui s'est fait Il a bien vacciner, géré, tu vois. Ouais, il faut juste trouver comme tu disais, la bonne manière de communiquer, de convaincre et de présenter la chose attirante, trendy, pour que les gens vraiment suivent et ça fasse un effet de boom, quoi. C'est ça, ouais. C'est vrai que c'est bien parce qu'il y a aussi des influenceurs comme Julien que du coup tu connais, oui. Donc c'est un Belge qui est installé en Corée depuis, alors je ne sais pas exactement, plus de 10 ans. Une dizaine d'années, ouais. Et en fait, oui, en gros maintenant il tient un café. Là où on s'est rencontrés d'ailleurs. C'est ça, il tient un café vegan dans un quartier à Itaewon. Il a fait un peu de télévision, enfin il en fait toujours maintenant. Donc il est, disons, je pense que c'est le Belge le plus connu en Corée du Sud. Et il utilise, je pense qu'il prend avantage de cette notoriété-là pour faire justement, faire transmettre des messages à propos de l'écologie, de l'environnement. Il fait vraiment un effort pour essayer de rendre ça accessible à tout le monde. Exactement, ouais. À des prix raisonnables, parce que souvent, quand on parle de café vegan ou végétarien, tu vois, c'est très en mode... parfois, ils augmentent les prix alors qu'il n'y a pas de raison. Ouais. Mais lui, ça reste très accessible, très friendly. Aussi au niveau du recyclage des déchets, tout ça. Tout est... Enfin, au niveau du matériel aussi qu'il utilise, je pense qu'il a vraiment fait attention à tout. C'est-à-dire pas faire juste les desserts vegan et puis tout le reste en plastique, tu vois ce que je veux dire. Oui, vraiment zéro déchet aussi, ouais. Donc, et comme tu disais, en Corée, vu que c'est un peu l'effet de masse, il faut que quelqu'un de connu commence pour inciter les autres à le faire. Je pense que... voilà, quoi. En tout cas, c'est très bien de voir ce genre de... Ouais, et c'est vrai que ça me donne de l'espoir et je pense que j'ai l'impression... Après, je suis dans ma bulle, mais j'ai l'impression que c'est bien parti. Quels sont tes petits conseils à nous donner sur comment faire diminuer notre empreinte carbone? Alors ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est plus comment je me débrouille par rapport à, par exemple, la nourriture. En fait, j'ai toujours sur moi des... Comment on appelle ça? Lunchbox. Des Tupperware, mais qui se plient. Et du coup, en fait... même si je ne vais pas forcément dans un café ou quelque part, je les ai toujours sur moi, au cas où, si j'ai une envie tout d'un coup, je ne sais pas, de manger quelque chose. Et du coup, partout où je vais, je demande toujours de remplir, par exemple, si je vais me prendre un Pokéball, je leur dis, s'il vous plaît, dans mon Tupperware. Et, pas bête. Et toujours ça sur moi. Et aussi, par exemple, il y a des cafés vegan dont on a mentionné qui sont trop bons, mais en fait, ils font toujours dans des emballages plastiques. Et comme j'essaie toujours d'être à fond zéro déchet, en fait, je les contacte toujours. Ils me demandent en général de les contacter genre une journée en avance ou je sais pas, ou le matin, et je leur dis juste bonjour, j'aimerais venir, mais c'est difficile avec le plastique. Est-ce que je peux vous acheter ça? Vous me préparez sans plastique et moi je vais ramener mon Tupperware et comme ça, je prends. C'est comme ça. C'est quand tu veux prendre des plats emportés, c'est ça? Tu veux les ramener chez toi? Ouais, voilà. Alors c'est ça. Parce qu'en fait, ma stratégie, c'est parce que je suis aussi vraiment, short au niveau du budget. Et du coup, j'essaie de ne pas dépasser 5000 won par repas. Et du coup, en fait, ce que je fais, c'est et comme j'aime pas cuisiner, en fait, je fais mi à la maison, mi... acheter, c'est ça. Très bonne adresse. C'est un compte Instagram qui s'appelle Marché Friends. En fait, c'est des marchés tous les week-ends. En fait, du coup, je peux acheter directement aux agriculteurs, les légumes et tout. Je peux prendre mes propres emballages et comme ça, sans plastique. Ou sinon, quand j'ai pas envie d'aller au marché, par exemple, je vais dans il y a des endroits qui font un peu des salades sur mesure. Et du coup, en fait, par exemple, je choisis mes propres ingrédients. Donc, tu sais, le tanopak, le citrouille, les noix et tout, les beans. Et je demande de prendre à emporter. Et du coup, en fait, je prends beaucoup à emporter dans mon conteneur. Et après, à la maison, je me fais, j'assemble tout. Donc, ma portion de riz que je me suis cuisinée, ma portion de légumineuses, ma portion de salade, ma portion de protéines, machin, et que j'ai pris un peu à droite, à gauche avec mes containers. Et comme ça, chez moi, j'ai plus qu'à assembler petit à petit. Et en fait, ça me revient moins cher. Et comme ça, je peux garder après tout le reste pour plus tard. D'accord, ok. Ouais. Enfin, ça me fait rire parce que les réactions des gens dans les restaurants ou qui font les... Enfin, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que les gens ils adoraient tellement mon Tupperware pliable et tout, ils prenaient en photo et après ils le postaient sur leur Instagram en mode ah ouais, on a eu cette cliente qui a fait le Tupperware et tout, j'étais trop contente. Sinon, dans les autres conseils, je déconseillerais, s'il vous plaît, pour l'environnement, d'acheter dans les grandes dans les grandes comment dire, franchises. Oui. Que ce soit pour les vêtements.
ou même pour les meubles. Enfin, moi, j'utilise tout le temps Carrot Market, Dunkin' Market. Ah, ça m'a sauvé la vie, ça. C'est une application de seconde main. Oui, donc, en fait, c'est une application où tu peux acheter ou vendre tes objets. Oui, ouais. Tout et n'importe quoi, hein. Vraiment. C'est parfait parce que ça donne vie, justement, une deuxième vie à tous ces objets qui autrement auraient été jetés. Et en fait, toujours se rappeler comment l'objet a été fait. Par exemple, quand je pense, je sais pas moi, des vêtements ou des meubles Ikea, en fait, bon, on ne sait pas forcément, mais par exemple, Ikea, c'est une entreprise qui est, comment dire, éthiquement, elle est pas bonne. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est beaucoup le cas aussi dans tout ce qui est grande entreprise. Donc, si je peux vous donner un challenge, ce serait vraiment d'essayer de passer toujours en seconde main. En seconde main, ouais. Parce qu'après, si on cherche bien et on connaît les bonnes adresses, je pense qu'on peut trouver tout ce dont on a besoin dans les magasins de seconde main, en fait. Moi, que ce soit en ligne ou physique. C'est aussi une règle que je me suis donnée quand j'avais justement 16-17. Et j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Même, des fois, les gens me disent « Non, mais t'abuses » parce que des fois, je vais aussi seconde main, même pour tout ce qui est électronique. Quand j'ai eu mon téléphone qui s'est crashé, pareil, seconde main. Dans les autres habitudes, déjà, essayer de réduire tout ce qui est viande. Ça peut faire une grande différence. On s'en rend pas compte, c'est ça qui est dommage. C'est que... en fait, tout paraît abstrait et c'est invisible. On ne se rend pas compte que notre action, l'impact qu'elle a derrière. Puis même maintenant, tout ce qui est ChatGPT, intelligence artificielle, on ne se rend pas compte qu'en fait, à chaque recherche, ça demande une quantité d'eau et d'énergie qui est énorme. Parce que ça fait... Je ne sais pas si tu avais vu passer. Je ne savais pas. Ah ouais, en fait... parce que pour chacune de nos recherches, ça demande une quantité d'énergie qui est énorme. Tu sais, dans tous les... comment on appelle ça, je ne sais pas comment expliquer, dans tous les endroits où ils stockent les ordinateurs qui produisent justement l'information. En fait, comme il y a tout le monde dans le monde qui produit, qui demande et qui font la recherche, ça fait chauffer les ordinateurs tellement fort qu'en fait, ça demande une quantité de ressources immense. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais ça pollue énormément. Et c'est ça qui peut être un peu frustrant et je pense que ça peut décourager énormément de gens. C'est qu'en fait, on a l'impression que tout ce qu'on fait, ça aura un mauvais impact. Et du coup, je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens ne veulent plus rien faire et ils s'en fichent. Ils disent, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Et je comprends. Et c'est dommage. Mais voilà, c'est pour ça, petit à petit, en fait, il ne faut pas trop voir ça comme une grosse montagne. En vérité, ça paraît un effort, mais une fois que tu l'as fait, c'est tellement facile et ça vaut le coup. Ouais. C'est ça. Une fois que tu as pris l'habitude de faire ces petits changements du quotidien, je pense qu'en accumulé, tu te rendras même pas compte que tu fais à chaque fois cette action-là qui est meilleure pour l'environnement que l'autre, quoi. Puis je sais que moi personnellement, quand j'étais devenue végane et que j'avais plus cette pression inconsciente par rapport à la vie des animaux que je prenais ou pour l'environnement ou même pour moi, j'ai eu un déclic, ça m'avait assez choquée au niveau de à quel point je me sentais plus légère. J'avais plus ce poids, un peu cette charge mentale de me sentir mal un peu. Et voilà, et je pense qu'en fait, en adoptant ce style de vie qui est vraiment plus porté vers l'autre, c'est pas égoïste, c'est pas genre je fais ma vie, je fais ce que je veux. C'est vraiment juste, je prends soin de tout le monde parce qu'on est plus ou moins tous connectés, tu vois. Donc, je pense que c'est pas facile, mais ça vaut le coup et voilà, j'encourage tout le monde à faire un peu ce petit pas pour nous tous. Mais je pense que je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où je me souviens avoir lu dans un livre que c'est bien de prendre soin de soi, mais en fait, quand on prend soin de l'autre, c'est aussi une forme de prendre soin de soi en fait, parce que quand on fait du bien à l'autre et quand on rend service ou on vient en aide à l'autre, en fait, inconsciemment, on se rend peut-être pas compte, mais intérieurement, ça nous fait du bien, encore plus que, tu vois, si on avait fait un truc juste pour nous. Et je pense que ça, c'est à force de le faire où tu t'en rends compte. Mais tu en es un bon exemple sur ça. Donc, je pense que ça peut... Je suis sûre que ça va inspirer plein de monde, plein de gens qui vont écouter ce podcast. Merci beaucoup pour tous ces petits conseils. J'espère qu'on va les retenir. Que moi, je serai la première à les appliquer. Mais je t'en fais la promesse. Je ferai de mon mieux. Et en tout cas, merci beaucoup pour ta participation. Franchement, tu as un parcours incroyable. Tu nous as beaucoup inspiré. À bientôt. À bientôt.